La collectionneur, c'est une idée qui vient d'un échange entre Xavier et moi. Xavier, responsable et à l'origine de Coleka. Moi, juste un collectionneur lambda, mais qui apprécie beaucoup le site, les idées et qui a beaucoup trop de collections pour me dire qu'il fallait en faire une émission. Oui, quand Alex donc m'a contacté pour mettre en place cette émission, moi j'ai trouvé que c'était une excellente idée parce que nous sur coleka.com on a une plateforme qui permet effectivement aux collectionneurs de suivre leur collection, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que les collectionneurs sont vraiment des gens passionnés qui ont vraiment envie de parler de leur collection, tout comme nous. On aimerait avoir le temps de le faire, et là le podcast que Alex a proposé, c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière des gens qui sont passionnants et qui ont de très belles choses à raconter sur ce qu'ils collectionnent. Revenir sur l'historique de Star Wars, on va pas faire l'histoire des films de l'univers, c'est pas la peine. Je pense qu'il y a plein de moyens de le trouver autrement. Mais sur les figurines et sur les collections, il y a eu plusieurs fabricants. Si j'ai bien compris, il y a eu Kenner d'abord. Ensuite, Hasbro, qui est toujours le fabricant actuel. Est-ce que vous avez quelques éléments à m'apporter là-dessus, je dirais quelques particularités, quelques différences, et puis hormis les différences de prix, puisqu'il y a eu le passage de francs euros, si j'ai bien compris, il y a eu une petite inflation de trois éléments, mais il y a bien eu d'autres, je pense, d'autres spécificités que Kenner avait, que Hasbro n'a pas repris ou a repris différemment. Alors, globalement, l'information par rapport à Kenner Hasbro, c'est simplement que Hasbro a racheté Kenner à un moment donné. Donc ça, c'est juste la tranche historique. Par rapport à Kenner, historiquement, en fait, en fait, pour Star Wars, je crois que c'est la première fois qu'on sortait une gamme de jouets en rapport avec un film, sur lequel on avait prévu un projet de merchandising. C'est d'ailleurs Lucas, il avait construit son modèle de financement du film autour de ça. Il a pris le pari de dire, je me paye pas sur le film et moi je me financerai sur le merchandising. Et Kenner a joué le jeu à fond et ils ont pris le pari de dire nous on va te sortir des figurines. Et donc historiquement, même ce qui était rigolo, c'est que si vous me coupez si je dis des bêtises, hein, mais c'est que la première vague qui est sortie, en fait, ils vendaient un carton plat. Il y avait rien dedans. Ils disaient quand les jouets sont prêts, vous les aurez. Et à Noël 77, les enfants aux États-Unis ont reçu un carton qui leur disait un jour, mon enfant, tu auras des jouets. Mais c'est pas aujourd'hui. Et donc c'était un peu le truc pourri parce qu'ils étaient à la rue au niveau de la production. Et finalement, donc c'était les fameuses 12 premières figurines qui sont sorties. Donc les basiques, hein, c'était Luke, Leia, Vador, C3PO, R2D2 et compagnie. Et voilà, donc ça, c'est eux qui ont lancé le truc. Et le succès du film étant ce qu'il a été, derrière, c'est devenu une vraie industrie du jouet. Et c'est là que l'industrie du jouet est partie. Kenner, ils ont tout explosé avec ça. Et ils ont surfé dessus, du coup, donc il y a eu la vague 77 avec les Gardes des Étoiles, en 80 avec l'Empire contre-attaque, en 83 avec le Retour du Jedi. Et ils nous ont fait une piqûre de rappel en 84 avec quelques figurines de mémoire, je sais plus, il y en a 17, je crois. 17 figurines qui sont sorties après film avec des personnages un peu planqués derrière, donc le fameux Yak Face, les Barada et compagnie, c'est des personnages qui sont complètement annexes, mais qui ont permis d'entretenir toujours l'intérêt pour le jouet, malgré qu'il n'y ait plus d'actualité, vu qu'il n'y avait plus de films qui sortaient. Et après, cette période-là aussi, qu'ils ont commencé à inventer des vaisseaux aussi pour un peu agrémenter tout ça. Et on retrouve notamment le véhicule de transport des Stormtroopers qui a été créé à l'époque par Kenner et il se retrouve maintenant en réel dans la série Mandalorian par exemple. Dans Rogue One aussi, je crois. C'est un peu des clins d'œil. Non, mais c'est ça. Donc, ils ont initié beaucoup de choses. Et effectivement, ils ont sorti plein de petits vaisseaux et ce qu'ils appelaient les mini-rigs à l'époque. C'était des trucs, des vaisseaux qui étaient, je sais pas, ils devaient faire peut-être, enfin, vraiment à l'échelle pour contenir un personnage. Et globalement, ils servaient à rien, ces trucs. C'était pas très beau. Ça sortait pas d'un film. Ça avait pas d'utilité. C'était juste un objet à vendre pour des enfants. Voilà. Je pense. Utilité financière, je pense. Exactement. Mais, il y avait aucun, il n'y avait pas de valeur ajoutée réellement, quoi. Mais bon, effectivement, quand on collectionne, il faut qu'on les ait, ces petites choses. Et suite à ça, donc, il y a eu cette période de grande disette. Alors, je vais parler beaucoup au début, puis je vais vous laisser parler sur la fin quand même. Ouais, j'ai juste une petite question pour revenir à ce que tu viens de dire, Xavier. Les vaisseaux qui n'étaient pas dans les films, est-ce que c'était comme les mêmes équipes Lucasfilm qui les designaient, ou c'était une équipe à part qui était plutôt liée à Kenner? Je pense que c'est Kenner qui initiait le truc. Ou alors Kenner directement. Ouais. Okay. Peut-être qu'ils ont chopé des petits bouts
des designs de Ralph McQuarrie qui traînaient, ils ont récupéré un bout de machin qui a jamais été dans le film, je sais pas. Mais en tout cas, honnêtement, je pense que c'était Kenner, c'était quand même moins classe, quoi. Du coup, Kenner, il doit être quand même assez fier d'eux de voir que maintenant, certains vaisseaux qu'ils avaient imaginés plutôt pour des fonds, on va dire, financiers, pour des objectifs qui étaient non pas cinématographiques, de les voir maintenant dans The Mandalorian, Rogue One ou autre, et alors qu'ils font pas partie de Lucasfilm plus que ça. Bah c'est un petit peu dans l'esprit fan service en fait, c'est-à-dire que l'anecdote que vient de donner Jean-Baptiste, que seuls les fans peuvent le voir, c'est ça, c'est le fameux truc, ça. Tu vois, c'est si tu sais pas qu'il y a eu ce jouet qui est sorti en 82, bah ok, il y a un vaisseau dans Mandalorian, je l'avais jamais vu, d'accord. Mais si tu sais que ça vient d'une gamme de jouets Kenner, bah ouais, tu kiffes. Donc c'est fan service vraiment. Mais après effectivement, il y a des clins d'œil. Mais c'est bien, c'est pour les fans, en tout cas, nous, on adore ça. C'est vachement bien. Je pense que ça arrive parce que les créatifs de maintenant sont ceux qui étaient plus jeunes à l'époque et qui ont eu ces jouets, donc ils se font des fans aussi. C'est ça. Donc après cette période Kenner, donc il y a cette fameuse période de vache maigre, on va dire de 84 à 97 où il y a rien qui est sorti. On jouait Kenner, qui a disparu d'ailleurs au passage, qui s'est fait absorber par Hasbro. Donc je sais plus exactement à quelle année, mais je pense que ça doit être autour de 95 ou quelque chose comme ça. Donc à cette période-là, on en parlait tout à l'heure, c'était la fameuse gamme de jouets, des personnages bodybuildés qui ressemblaient à rien, mais tout le monde s'est jeté dessus parce que c'était des nouveaux jouets Star Wars enfin. Et s'en est suivi après, je ne sais pas combien de séries en gros, à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, il y avait une gamme qui sortait. De 98 jusqu'en 2010, je pense qu'il y a une gamme qui est sortie à peu près tous les ans. Alors des fois c'était pour ponctuer la sortie d'un film, des fois c'était pour rien, c'était juste pour boucher un trou. Donc il y a des séries genre la série Saga qui a duré peut-être 3 ans, où ils ont tout ressorti, ils ressortaient tous les personnages, c'était assez sympa, mais il y avait énormément de redites. Et donc là, je pense que sur cette période, personnellement, moi, c'est là où j'ai dû acheter plus de choses. Donc je suis dans les trucs, c'est pas forcément, je trouve, les plus intéressants. Mais je pense à mon avis, il y a au moins 1500-2000 figurines qui sont sorties à cette période-là, sur une tranche de 10 ans. Je parle uniquement de l'échelle 3,75. Donc c'est les 10 cm à peu près, entre 10 et 12 cm. Sur toute cette période-là, on avait que 2 échelles. En fait, il y avait la série des 3,75 et il y avait une autre échelle qui était les poupées de 12 pouces, qui ont été lancées déjà aussi par Kenner au départ dans les années 70 et qui ont été prolongées. Alors après, il y en a eu beaucoup moins, mais il y avait quand même l'échelle 12 pouces. Et on va en arriver à cette fameuse période charnière de 2010, on va dire début entre 2010 ou 2014, où on est arrivé sur les gammes Vintage Collection et Black Series, où là, donc Hasbro a lancé une nouvelle échelle, c'était les figurines 6 pouces avec la gamme Black Series 6 pouces, et ils ont prolongé le plaisir, on va dire, des vieux fans que je suis, en lançant la série Vintage Collection sur lesquelles il n'y a pas de logo Hasbro, mais il y a un logo Kenner, puisqu'ils avaient le droit de l'utiliser. Et donc, ils ont sorti ces figurines. Les nouvelles figurines sortent maintenant avec le logo Kenner et dans un emballage qui est très, très proche de ce qui se faisait dans les années 70. Donc, c'est quasiment le même, en fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je vais transmettre la parole à Jean-Baptiste et Cyril pour qu'ils nous parlent de ces fameuses gammes qui sont toujours en cours. Vas-y Cyril, je t'en prie. Donc on va parler peut-être un peu des Black Series. Donc avant 2012, donc il y a quand même des chargés d'études de la nouvelle gamme que Hasbro pourrait proposer. Alors la 6 pouces c'est pas anodin. Hasbro en a déjà sorti, je crois que c'est sur du Marvel Legends Series, je crois en 2010. Et qui marchait plutôt bien, c'était très articulé, plus que ce qu'on avait déjà auparavant. Et du coup, ils décident de faire une nouvelle gamme Black Series. Alors au départ, ils savent pas trop comment faire les nouvelles boîtes, ils savent pas comment ça va se produire, ils cherchent un peu, ils tâtonnent, ils essayent de faire encore le modèle de carte, donc avec une carte en carton plus la fenêtre par-dessus. Et au départ, c'était une couleur par figurine. Puis une couleur par figurine, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'avec beaucoup de figurines, ça va être compliqué.
Donc ils sont quand même restés sur le orange. Alors le orange, c'est pas anodin, c'est vraiment la couleur en fait de la tenue de Luke Skywalker. C'est le premier personnage qui est sorti chez Black Series. Voilà, tout à fait. Donc ils ont lancé cette nouvelle gamme avec leur boîte orange. J'en ai une. Voilà, donc ça a cette forme-là. C'est grand, c'est sympa, c'est très articulé. Le posing est vraiment bien. Donc on peut vraiment faire des scènes assez réalistes. Mais le problème arrive avec les grands personnages. Au départ, il devait y avoir 14 figurines, numérotées de 1 à 14. Sauf que le 13e, il rentrait pas dans la boîte parce qu'il était trop grand et que la tête, en fait, elle rentrait pas. Et ce personnage, c'est lui. Voilà. Chewbacca, le gros problème, c'est qu'il est trop grand. Du coup, ils ont dû recréer une nouvelle gamme en 2014 pour justement pouvoir rentrer la tête dans le packaging. Alors, le bleu non plus, il n'est pas anodin. C'est le bleu du Captain Rex, normalement, qui était censé être prévu dans cette gamme-là. Et finalement, il n'a pas été sorti à ce moment-là, mais c'est, je crois, Cody qui a été sorti à la place. Donc, le personnage, le trooper orange. Donc bleu. Ok, on a compris. Ouais. Au fur et à mesure des années, le packaging change un peu. Donc, avec la ressortie, en fait, la sortie du film de l'épisode 7, on passe sur une boîte rouge, à fond rouge, sur le même format, toujours. Alors, je crois que c'est l'une des seules boîtes que j'ai pas. Et au fur et à mesure... Ouais, voilà, parfait. Ouais, suffisait de demander. Voilà, elle est là. C'est parce que vous êtes dans des pièces côte à côte, en fait. Mais ouais, c'est ça. Tiens, je te la passe. Pardon, t'es là. Et ouais, du coup, fur et à mesure des années, la gamme rouge, en fait, elle reste vraiment bien en place. Je pense qu'ils ont trouvé le bon format de boîte et le bon feeling. Et de temps en temps, ils sortent des exclusivités avec des nouvelles couleurs. Donc, ils ont sorti la gamme Carbonized avec des packaging un peu irisés et des figurines qui brillent aussi à l'intérieur, qui sont souvent des repaints. Donc, c'est des éditions, des figurines qui sont déjà sorties en régulière et qui sont adaptées avec une nouvelle peinture. C'est un concept que je te coupe qu'ils ont repris d'ailleurs récemment sur les Vintage Collection. Exactement, ça fait 2 ans maintenant qu'ils l'ont repris, ouais. Et du coup, en fait, la gamme Black Series évolue. Enfin, du moins, la gamme des boîtes, elle a un peu évolué. On a eu le Gaming Greats aussi, avec toutes les figurines qui sont issues de jeux vidéo. J'en ai un là, par exemple, avec le petit logo Gaming Greats. Toujours sur ce même format de boîte rectangulaire. Et en 2020, Hasbro décide de changer un peu et de passer sur un format de boîte différent. Hop. Alors, je te confirme, pendant que tu cherches, oui, j'allais dire que la gamme rouge, c'est la plus étoffée à ce jour. Hein. Exactement, c'est là où il y a le plus de... Ouais. Parce qu'elle est restée en vente pendant très longtemps, de 2015 à 2020 quasiment. C'est ça, exactement. Et en 2020, ils sortent ces nouvelles boîtes avec une forme particulière. Voilà, on voit que c'est biseauté. Et ça permet en fait, pour un gain de place au niveau du rangement, enfin, dans les boîtes de stockage, c'est qu'ils peuvent les assembler dans ce sens-là. Alors, il y a aussi la particularité d'avoir une frise qui se complète. Bon, ici, c'est pas ces deux personnages qui se suivent pas, mais sur le principe, on a une frise géante sur la tranche, en fait, de la boîte. Comme les mangas. Un peu, c'est ça. Mais c'est biseauté, donc c'est à moitié bien réfléchi. Et il y a une gamme de couleurs, en fait, par média. Donc, là, pour la série Rebelle, c'était violet. Et après, pour chaque film, on a une gamme de couleurs pour savoir à qui appartient quelle figurine. C'est bien pensé, ça, pour le coup. C'est ça. Après, il y a toujours des exclusivités qui sont vendues uniquement dans certaines boutiques, dans certains magasins, qui font monter les prix aussi. Au départ, on est sur une figurine à $19,99. Au départ, encore, les figurines exclusives sont au même prix.
Puis petit à petit, on voit passer des prix un peu plus élevés chez ces marques. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est parce que, en fait, les figurines exclusives, ça s'achète, du coup, ça coûte de l'argent. Est-ce que si on les revend pas un peu plus cher, ça nous fait pas encore plus d'argent? Je sais pas exactement pourquoi, mais au fur et à mesure, les prix ont augmenté. On est passé après à 21,49 $, puis 24,49 $, puis 24,99 $, puis voilà. En fait, au fur et à mesure des années, on voit que le prix quand même moyen d'une figurine a augmenté. Je crois qu'en 2019, il y a eu une petite augmentation due à l'inflation du prix du plastique. Certaines figurines, alors pas toutes, je crois qu'il y en a 5 qui ont augmenté à 21,49 $, je crois, juste pendant un laps de temps, avant qu'Hasbro décide, non, finalement, on va redescendre à 19,99 $ pour correspondre au prix standard. Il y a aussi eu une évolution des techniques pour la peinture, notamment sur les figurines, où on a des peintures photoréalistes maintenant sur les personnages qu'il n'y avait pas au départ. Et je pense que ça, plus le prix actuel du plastique, a fait que les nouvelles figurines coûtent maintenant plus cher. Je crois qu'on est à 24,99 $ sur une régulière. On est passé à 26 $, un peu plus de 26 $, je crois, pour les exclusives. Sachant que maintenant, il y a des deluxe, où ils rajoutent quelques accessoires sur une figurine déjà existante. Ils passent maintenant à 34 $, je crois. Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, on va dire qu'Hasbro a trouvé le merchandising assez intéressant et du coup, ils nous proposent souvent les mêmes figurines avec de nouvelles peintures pour réutiliser en fait les moules, j'imagine, pour rentabiliser un peu tout ça. Donc, on arrive quand même à une gamme Black Series qui est assez vaste, mais avec quand même pas mal de réutilisation de personnages. En nouveauté, il y en a pas énormément. On est beaucoup sur de la réutilisation. Là, toutes les figurines qui sortent sont, je crois, toutes déjà sorties. Enfin, le personnage est déjà sorti. Donc, il n'y a plus vraiment de grosses nouveautés. Les Bad Batch, peut-être, qui sont en nouveau, mais... Oui, voilà, qui sont tirés de la nouvelle série ou de Mandalorian, peut-être. Ouais. Donc, mais oui, après... Voilà. Il y a encore un Vador. Tiens. De quoi? Il y a encore un Vador en Black Series Color Box, hein. Voire 2, je crois qu'il y en a 2. Alors, ouais, je peux même te sortir la liste complète des Vador si tu veux. Bon, je vais te dire ça, je crois que j'ai mon petit tableau aussi. Ouais, non, mais je plaisante, je sais qu'il y en a tout le temps, c'est le... Il n'y en a pas tant que ça au final, hein. Il y en a 7, je crois. Sur Black Series? Ouais. Ah tiens, d'ailleurs, anecdote assez intéressante. Au départ, les Black Series étaient copiées par des Chinois. Et du coup, il y a eu beaucoup de contrefaçons sur les premières vagues, les oranges et les bleus. Très peu sur les suivantes, parce que ça devenait trop compliqué, j'imagine, à copier. Du coup, ouais, ma première Dark Vador que j'ai achetée, c'était une copie. Donc, ouais, j'en ai fait les frais, et tant pis. Je l'ai racheté après en vrai, et ouais, j'imagine qu'il faudra qu'on fasse un point sur comment repérer les fausses des vraies un peu plus tard. Alors moi, en Black Series, parenthèse, moi, j'en trouve 16 de Vador. Je te le dis. Si tu rajoutes les Hyper Real, les Black Series, comment ça s'appelle, Centerpiece et compagnie, ouf. Ah oui, d'accord, oui. Ah ouais, il y en a. Hein. J'en ai vu, d'ailleurs, moi qui suis newbie, justement, qui suis beaucoup moins connaissant sur ce sujet. J'ai même vu un des derniers, je pense, je crois que c'est un Black Series avec la Force, je ne sais plus quoi, Force Awakens, je crois que c'est d'ailleurs, où en mettant sa main devant, il réagit le personnage. Et c'était Vador qui avait effectivement. C'est ça. Je le vois. Je le vois tout à fait. Mais il fait pas son jogging. Attendons Noël 2022. Donc ouais, donc la gamme Black Series, elle continue encore à récupérer aussi des anciens packaging.
Les premières, c'était pour l'anniversaire des, que je dise pas de bêtises, des 40 ans de Star Wars, du premier, Un Nouvel Espoir, où ils ont ressorti en fait tous les personnages qu'il y avait chez Kenner à l'époque, les mêmes, les 12, et ils les ont ressortis en version Black Series 6 pouces. Et ils ont aussi ressorti d'ailleurs le fameux carton. Ouais, exactement, avec la figurine Darth Vader. Ouais. Suite à ça, en fait, les blisters à cartes se sont un peu plus répandus. Et comme en 2000, je crois que c'est 2019, il y a eu Hasbro a compris en fait que sur le marché parallèle, les prix des figurines s'envolaient. Les toutes premières figurines comme Luke en tenue de pilote coûtaient presque 10 fois le prix. Ils se sont dit bon, on va ressortir ces figurines-là, mais en version archive, pour justement refaire baisser les prix et les revendre à prix décent. Et du coup, il y a cette gamme-là justement avec le côté archive. Voilà, Luke. Donc, ils ont décidé de ressortir ces figurines-là. Donc, on voit le packaging original, l'année de sortie. Et ça a permis aussi aux fans qui n'avaient pas réussi à avoir ces figurines-là à l'époque de pouvoir se les acheter à prix correct. Et est-ce que c'est exactement la même figurine? C'est exactement le même moule, oui. D'accord, ok. Il n'y a pas eu de différence. Alors, sur les récentes, je crois qu'ils ont refait le travail au niveau de l'impression photoréaliste. Alors, par exemple, c'est juste pour montrer un exemple de résultat du rendu, en fait, sur un personnage, comparé à autrefois où ça, c'était Han Solo. Voilà, c'était pas un peu grossièrement, avec les yeux basiques, en fait, un point noir, alors que les nouvelles, beaucoup plus détaillées, avec ombré. Donc j'imagine que c'est vraiment la nouvelle, le nouveau, enfin je sais pas comment on dit, la nouvelle peinture photoréaliste en fait sur les nouvelles figurines à archives qui a été ajoutée. Ouais. La technologie qui va avec. C'est ça. Après Black Series, ça se redécompose en plusieurs sous-catégories. Donc on a les archives, Gaming Grades que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a certaines pour les parcs d'attractions. Donc c'est Galaxy Edge avec les personnages qui sont issus justement des parcs d'attractions américains. Je crois qu'il est même à Paris celui-là maintenant. Je me demande si je l'ai pas vu en défilé il y a un an. Ah peut-être, ouais, sûrement, ouais. Okay. Et donc voilà, ils ont décliné pareil en 2019. Les figurines sont arrivées en First Edition, donc avec des boîtes blanches, pour dire que c'était les premières éditions sorties sur cette figurine-là. Et il y a eu aussi la Carbonize, donc que je vous ai montré tout à l'heure, un peu irisée. C'est vraiment les mêmes moules, à peu près les mêmes peintures, sauf qu'il y a un après ou un vernis par-dessus qui est supplémentaire, juste pour revendre la figurine un peu plus cher. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour, là, je crois. Moi, j'ai une question pour toi. C'est que en fait, au départ, il y avait aussi des 3/75 sur Black Series. Oui, sur les premières éditions, oui. Et est-ce qu'il y a des histoires à raconter là-dessus? Comment ça se fait qu'ils ont arrêté? Parce que alors, ils se sont arrêtés parce qu'il y avait... qu'il n'y en a plus. Ouais, ils se sont arrêtés parce qu'il y avait trop de confusion entre les deux. Et que, avec Vintage Collection ou avec Non, avec les Black Series. Ah, parce que ceux qui voulaient acheter les Black Series achetaient au visuel, mais ils se trompaient souvent. C'était vraiment les mêmes boîtes. Moi qui les références aussi, je me trompais souvent. C'était effectivement les mêmes boîtes, mais plus petites. C'était compliqué. Non, il y a eu trop de similitudes et trop de tromperies en fait. Et je pense que sur le marché américain, comme on peut tout dénoncer, il suffit qu'il y ait plusieurs acheteurs qui se soient plaints auprès d'Hasbro parce que ça ressemblait trop, il y avait trop de confusion. Je pense que ça a arrêté la gamme comme ça. Ouais.
En fait, ce qui s'est passé au niveau des petites, enfin, à l'arrivée des Black Series, l'envie de Hasbro, c'était de sortir des jouets un peu plus haut de gamme. Et c'est ce qu'ils ont donc fait avec les 6 pouces et les 375 qui étaient donc avec plein de points d'articulation. Ouais, c'est ça, et en parallèle de ça, sur les 375, ils ont ressorti des figurines plus jouets avec seulement 5 points d'articulation comme ils faisaient sur les Kenner. Et ça a commencé avec les Saga Legends. Et en fait, en parallèle, il y avait donc les simples et les Black Series qui étaient haut de gamme. Et donc, il y a eu cette confusion au fur et à mesure. Et ils ont fini par, en fait, arrêter cette vague Black Series en 375. Ils ont fait les simples 5 points d'articulation sur les films. Les sorties de collection autour des films, c'était des figurines très basiques. Et finalement, c'est les Vintage Collection qui sont revenus pour le haut de gamme en 375. Donc, ils ont rééquilibré comme ça les gammes. Et pour finalement s'arrêter carrément sur les gammes simples. Maintenant, il n'y a plus que le vintage. Et les rétros, ça on n'en a pas encore parlé. Et maintenant, il y a la Retro Collection, où là, c'est vraiment le clin d'œil au Kenner, où ils ressortent des figurines simplifiées comme étaient les Kenner. Ils ont ressorti la gamme d'ailleurs complète, je crois, de la première vague des Kenner. Le rétro, ouais. Il me semble que c'était l'idée à la base. Et maintenant, ils déclinent même des nouveaux personnages. Il y a les personnages Mandalorian, ils sont en rétro avec un look voilà, comme les premières Kenner. Donc maintenant, il y a les vintage et les rétros. Voilà, ils essayent de retrouver ça, mais on a perdu une gamme, en tout cas en 375. Les figurines basiques, elles ont disparu, celles-là. Alors la conclusion pour les gens qui connaissent un peu moins bien, c'est qu'effectivement, les figurines actuelles 375 de Star Wars s'appelle Vintage Collection, ce qui n'a rien à voir avec les figurines vintage. Mais donc, c'est que la collection reprend le visuel des cartes de l'époque, c'est tout. Mais c'est ça. Voilà. D'ailleurs, c'est un concept qu'ils ont repris sur Hasbro a réutilisé ça aussi chez Marvel. Hein, ils ont fait la même chose. Il y a une collection rétro toys de chez Marvel qui reprend le même procédé, vieux emballages. Voilà. C'est souvent, on reprend justement, on voit souvent que c'est des redites. C'est pas nouveau, je pense que Hasbro n'est pas le seul à le faire. Non, mais c'est pas ça, mais je pense que c'est un sujet qui est plus transverse à la collection en général, c'est que globalement, ils ont compris que s'ils arrivaient à titiller le petit truc qui nous faisait envie quand on était petit, là, et qu'on passait dans les supermarchés, qu'on n'arrivait pas à se payer les trucs parce que ça coûtait trop cher. Et maintenant qu'on est grand et qu'on a nos sous à nous, on craque sur ce genre de truc. Effectivement, quand on passe dans un rayon et qu'on voit le même truc qu'il y avait quand on était petit et qu'on avait moyen de se le payer, ça marche. Je pense qu'ils ont fait même un truc un peu plus loin, parce que j'ai pu comprendre ce que vous avez pu me dire. Ils ont lancé quelque chose qui pouvait permettre justement d'être encore plus proche des gens avec le HasLab. Ouais. HasLab. De donner quelques informations et donner à tout le monde quelques informations supplémentaires à ce sujet. Alors moi, ce que j'en sais sur HasLab, c'est donc le principe, c'est de dire que je crois qu'ils ont démarré avec le principe, c'est une plateforme de crowdfunding en gros pour créer des jouets qui sont jamais sortis et qui, a priori, n'ont pas de potentiel commercial. Donc, c'est-à-dire que c'est un jouet, on se dit, celui-là, on va pas le sortir parce qu'on n'en vendra pas. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont sorti la plateforme HasLab sur laquelle ils disent, on a le projet de faire ce truc-là, mais on le fera que si on a tant de personnes qui vont financer le truc. Et il se trouve que ça s'arrache comme des petits pains. Donc, je crois qu'historiquement, le premier truc qui est sorti chez HasLab, ça devait être la barge de Jabba, le Kibana, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et donc, le principe, c'est que la barge de Jabba, elle était déjà sortie pour les figurines 375, mais en gros, elle était grande. Je me mets dans la caméra. Elle était grande comme ça. C'est-à-dire que c'était pas du tout à l'échelle des personnages. Et là, ils se sont dit, on va la faire à l'échelle des personnages. Donc, à ce petit jeu-là, le vaisseau en question, donc on en revient sur le fameux sujet des vaisseaux qui sont problématiques. Le vaisseau, je crois qu'il mesure 1m70 ou 1m80, je ne sais plus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Donc, et ce machin s'est vendu, globalement, il fallait le financer. Et je trouve, c'était pas délirant ce qu'ils demandaient au niveau du financement. Je crois que de mémoire, c'était quelque chose autour de 400 ou 500 $. C'est ça, je me trompe ou... Ouais, c'était il me semble que c'était ça. Ouais. Pour une unité. Oui. Une unité, bien sûr. Voilà. Donc tu mettais tes 500 $ et tu pouvais avoir ta barge de Jabba. Donc effectivement, là, on est typiquement dans le schéma où tu la recevais. Je crois que c'était un an après, pour le coup. Ah ouais, 1 an et demi même, je crois. Ouais.
Et dedans, après, au fur et à mesure, comme ils avaient eu beaucoup de financeurs, ils ont rajouté au bout d'un moment, en plus, on va mettre une figurine de Yak Face exclusive, enfin machin, ils ont rajouté des tas de trucs. Et là, pour le coup, on se trouve vraiment sur des produits qui vont être collecteurs parce qu'ils vont être édités, en théorie. Alors ça, j'ai pas le moyen de le vérifier, mais qui sont édités a priori au nombre qui ont été financés. C'est-à-dire que s'il y a 6000 pièces qui ont été financées, il y en aura 6000 et il n'y en aura pas plus, quoi. Donc là, c'est le genre de truc où on peut trouver des prix complètement délirants. Dès que le produit commence à être distribué, là, ça peut être vraiment multiplié par 10 du jour au lendemain. Voilà, ça c'est le genre de truc un peu barjot. Là, récemment, ils ont fait le Razor Crest de Mandalorian. C'est ça, il a été financé, il va commencer à être livré en janvier, je crois, quelque chose comme ça. Ah d'accord, voilà. Donc et ils ont fait la même chose, pareil chez Marvel, ils ont prévu de sortir les Sentinelles à l'échelle des figurines Marvel Legends. Enfin, donc c'est une plateforme de crowdfunding qui pour le coup qui est pas du tout une mauvaise idée parce qu'ils ont clairement annoncé le jeu de dire oui là on cible vraiment les collectionneurs et puis c'est des gens qui se font plaisir. Donc c'est le prochain c'est un Black Series je crois. Ah. Oui, alors a priori le prochain ça sera Rancor, donc à l'échelle 6 pouces. Ouais. Ah. Donc c'est le grand monstre chez Jabba qui veut bouffer Luke. Donc je vous imagine la taille par rapport au Black Series, ouais, ça va être énorme. Je pensais que ce serait un Dark Vader qui fait son jogging. Ouais, moi j'aurais bien aimé. Ceci dit, je crois que Hasbro réalise un podcast ce soir aussi. Pour annoncer. On en saura plus. Ouais, c'était annoncé pour octobre, le début de la campagne, donc on y est là. Ça va pas tarder, ouais. Alors, il peut y avoir un truc qui peut être étonnant, c'est que si il y a le financement atteint n'importe quoi, mais 20 000 pièces, on n'est pas si loin que ça. J'ai pas les chiffres, vous allez me corriger, je pense. On serait pas si loin que ça d'une distribution au moins continentale à défaut d'être internationale. Alors des fois, je pense que tu es même au-dessus en fait, parce que tu peux arriver au-dessus. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a une petite barrière à l'entrée, c'est le prix en fait. C'est que là, tu vas pas t'adresser à des gens. Comme je disais tout à l'heure, le truc c'est pas délirant au niveau des tarifs. Hein. Ça reste, mais c'est à l'échelle. C'est-à-dire que tu achètes un gros truc, tu payes à l'échelle du reste. Quoi. Mais c'est pas exorbitant ce qu'ils demandent comme tarif. Quoi. C'est un petit peu le même délire que fait Lego quand ils sortent un Super Faucon Millennium. C'est plus cher que le reste, mais c'est pas délirant. Voilà. Après. Ça prend de la valeur avec le temps. Ouais. C'est ça. Il faut pouvoir le ranger après, voilà. Voilà. Et on a toujours le même problème. L'acheter pour garder dans le jardin sous la pluie, c'est pas forcément l'idéal. Mais du coup, tu fais une bonne transition, Xavier, parce que je l'ai en tête depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce partenariat, qui n'en est pas forcément un partenariat unique, puisqu'ils font avec quasiment toutes les grandes marques, avec Lego? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous avez vu d'un bon œil en tant que collectionneur, qui vous a intéressé, sur lequel vous êtes penché, ou pas du tout pour aucun des trois? Gamin, ouais, j'utilisais beaucoup les Lego. Du coup, acheter du Lego Star Wars, c'était dans la même logique. Ça permettait de construire ses vaisseaux, de pouvoir explorer son univers étendu par ce biais-là. C'était beaucoup plus créatif que utiliser des figurines traditionnelles. Donc ouais, j'ai vu ça d'un bon œil. Après, quand j'ai commencé à grandir, je me suis vite dit que le prix était un peu déraisonnable. Et puis, je suis un peu passé à autre chose. Ouais. Moi, je pense vraiment que c'est deux publics très différents de ce que je ressens parce que les affoles, donc les fans de Lego, ils ont une sensibilité. Je pense que quand tu parles de Star Wars, effectivement, on aura la même sensibilité sur les sujets. Mais je pense que à mon avis, les collectionneurs Lego, je suis pas sûr qu'ils soient très intéressés par ce qui se passe chez Hasbro et compagnie. C'est pas du tout la même dynamique à mon avis. Après, je pense pas que ce soit, pour répondre à ta question, c'est pas vu d'un mauvais œil, de toute façon. Et puis c'est pas, pour le coup, c'est Lego, je pense, qui est venu chercher Star Wars pour redynamiser un peu la marque. Ouais, je pense que c'est plutôt Star Wars qui a sauvé Lego que l'inverse, ouais, en fait. C'est ça, ouais. Et puis, comme je disais, Star Wars, mais il y a la même chose avec Harry Potter, Marvel, etc., etc. Exactement. Il n'y a plus une franchise, je pense. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé? Du coup, on a évoqué un petit peu le sujet il y a quelques minutes, mais de l'arrivée du coup de Disney, on va dire une grosse arrivée puisqu'ils ont carrément repris tout l'empire, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que ça a impacté la vision par rapport à Hasbro, aux collections, aux jouets et même aux éléments, en
plus des nouveaux personnages, puisque du coup, ça a forcément impacté la ligne directrice au niveau des films et de l'univers. Mais est-ce qu'au niveau des jouets, ça y a eu un impact réel, et au niveau des collections, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué lors de cette fusion-acquisition? Ouais, Jean-Baptiste. Ouais, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis le rachat de Disney, mais j'ai l'impression que c'est plus le marché global de la collection qui a évolué que vraiment une influence du groupe Disney qui a bougé les choses. Là où ça a eu un impact, c'est à la sortie de l'épisode 7, parce que là, ils y sont allés à fond les ballons, et il y en a eu dans tous les sens. Et je pense que ça a un peu étouffé Hasbro au début, parce qu'ils ont sorti vraiment plein de persos, et plein de persos secondaires, où ils savaient même pas qui c'était, parce que voilà, on connaît Abrams et son culte du secret. Il y a des personnages secondaires qui en fait apparaissent même pas dans le film, ils ont été produits en masse. Coupés, ouais. Et donc ça a eu une influence parce qu'ils ont noyé le marché, et on s'est retrouvé avec des produits épisode 7, en tout cas en France, pendant des années. Et en fait, moi, où j'ai vu un changement, c'est sur justement après les sorties sur les autres films. On a eu moins de produits, la gamme était plus réduite, et ça a fondu de plus en plus, et au point où finalement l'épisode 9, on n'a quasiment rien eu en fait. Oui. Il y a très très peu de figurines, même sur les Black Series, où on aura vraiment très très peu. Ouais. C'est par rapport à l'erreur, vous pensez justement de ce surplus, de ce trop de l'épisode 7, que du coup il y en a eu si peu à l'épisode 9, à 8 du coup et 9 ensuite, ou juste un changement de direction et de réflexion? Moi, je pense que c'est un point de vue, mais c'est une hypothèse, mais je pense que l'épisode 8 a fait mal, en fait. Il y a eu, je prends pas parti, hein, mais il y a eu beaucoup de dissensions au niveau des fans et tout, par rapport au traitement qui a été fait de ce film, et je pense que il y a pas mal de monde qui a pu, à un moment donné, peut-être un peu quitter le navire à ce moment-là. Et peut-être qu'il y avait moins de public à ce moment-là, peut-être pour le jouer, où effectivement c'était le moment de faire un peu le dos rond et de dire on va laisser passer la tempête. Et effectivement ils ont bien fait, parce que derrière il y a eu Mandalorian, il y a toutes les séries qui vont arriver et compagnie qui sont des réussites. Mais c'était peut-être une période où il valait mieux pas trop la ramener, je pense, pour éviter d'étouffer effectivement et de faire l'overdose pour les gens, parce qu'il y a eu un traitement un peu particulier à cette période-là, je trouve. C'est une hypothèse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait pas pu absorber 3 fois l'épisode 7. Quoi. Là, c'était... Ah ouais, non. Après, pour la gamme Black Series, je pense que l'engouement justement du développement de cette gamme-là a été fait avec le rachat de Disney. Disney, c'était en 2012, je crois, et les premières séries de Black Series, ça arrive en 2013. Donc, je pense que Hasbro a senti le filon et s'est dit, bon, bah, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose d'autre. Du coup, on va produire ces nouvelles figurines pour avoir un nouveau marché et des nouveaux collectionneurs pour cette gamme-là. Ce qui a plutôt bien marché. Donc, il y a quand même eu un lien, voilà, il y a quand même un impact qui était, du coup, pas anodin, puisque la série a été clairement mise en place avec ce timing en tête. Oui, c'est ça. Ouais. Au moins dans un coin de la tête. Ouais. Et techniquement, ce qui est sûr, c'est que ça complexifie les schémas de communication entre Hasbro, Disney et tout. Et je pense qu'il y avait peut-être plus de liberté avant au niveau de ce que pouvait faire Hasbro, que là, j'ai l'impression qu'ils sont plus tenus. Alors, je pense, ça se voit pas trop sur les produits, mais dans leur fonctionnement, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Et je pense qu'ils doivent tous être validés par plus d'étapes de validation. C'est ça, ouais. C'est ce qui paraît cohérent. Et je vais juste finir, j'en ai parlé en off tout à l'heure, donc je vais quand même en reparler rapidement sur le lien avec Disney. Il y a des choses qui ont changé. Ma petite blague, c'est que ce genre de produit, en fait, c'est un crossover Cars Star Wars, donc voilà. Ça se fait plus, en fait, depuis le rachat. C'était des choses qu'on trouvait dans les parcs avant, à Star Tour, en fait, et depuis le rachat, ils ont arrêté ce genre de produit. Il y avait aussi tous les personnages de Disney en tenue de Star Wars, en figurine, fait par Hasbro d'ailleurs, je crois aussi. Ouais. Et Mickey. Pareil, voilà, c'est ça, ouais. Et pareil, tout ça, ça a été arrêté en fait, alors qu'on aurait pu imaginer que. À l'inverse. Ouais. Mais en fait, voilà, ils ont vraiment séparé les univers en disant non, Star Wars, c'est protégé maintenant, on garde ça au chaud. Et voilà, ils ont arrêté ce genre de choses. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est on peut construire des petits droïdes dans les parcs avec les oreilles. Voilà. C'est le J'en seul ai truc. Un aussi.
Voilà, c'était pour la petite blagounette. Et du coup, par rapport à Hasbro ou Kenner avant, quels ont été pour vous, ou qu'est-ce que vous avez remarqué comme loupé, comme raté, comme anecdote qu'il y a pu avoir sur des éléments un peu différents par rapport aux sorties, soit de Black Series, soit sur les collections précédentes, des noms qui auraient pu être incohérents, des couleurs non appliquées ou étonnantes par rapport aux personnages, voilà, des choses qui vous ont un peu étonné. Jean-Baptiste, tu veux commencer? Non? Oui, si tu veux, oui. J'ai pas connaissance de beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que dans les vintage, les premières figurines, il y a eu des choses, notamment des personnages secondaires qui avaient pas du tout de nom en fait à l'époque, dont le fameux Yak Face. Hein, c'est pas son nom en fait, hein, c'est pas une tête de yak. Hein. Il y a aussi le Pink Face dans le même genre, qui est un soldat rebelle de l'épisode 6, voilà. Et ils ont surnommé comme ça des persos par rapport à leur physique. Mais c'est devenu, dans le langage des collectionneurs, on sait de qui on parle, mais dans l'univers, ça n'a aucun sens. Hein. Le Squidhead. Après, chez Hasbro, en Power of the Force, non, c'était pas Power of the Force, je sais plus quelle gamme c'était, où ils avaient déjà inversé 2 noms de figurines. C'était Forlum et Zucus, là. Ouais, c'est ça, voilà, le droïde assassin et l'autre chasseur de primes. Et du coup, ils ont réitéré cette inversion-là chez la Black Series, avec ce pack justement 40 anniversaire des 40 ans, avec l'inversion des 2 noms. Voilà, donc ils ont gardé en fait cette erreur-là, tout comme la veste bleue de Han Solo alors sur Hot. Selon certains points de vue, on voyait que sa tenue était soit bleue, soit marron. Et ils avaient déjà sorti cette tenue bleue chez Hasbro. Ils l'avaient ressortie en Black Series dans la gamme bleue, avec le Tauntaun, je crois. Et à la réédition, en fait, pour l'édition collector je crois que c'était la San Diego Comic Con de 2018 ou 2017, je crois. Ils ont réédité cette figurine avec cette fois-ci la veste marron, en marquant un petit nota quand même, comme quoi autrefois elle était bleue, maintenant elle est marron. Donc on a fait la correction. Il y a quand même une autodérision là-dessus sur ces erreurs-là qui ont pu être faites. Mais après, de nos jours, on retrouve surtout beaucoup de fautes de frappe. Luke Skywalker avec un K en trop, ou un L mal placé, ou un Y absent même. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors ça fait pas vraiment augmenter le prix des boîtes, hein. C'est plutôt des erreurs typographiques. Ou la dernière en date, je crois que c'était la figurine de Jackson, c'est un lapin, où la traduction française a été erronée. Elle fait 15 cm, apparemment. Enfin, le personnage ferait 15 cm. Alors qu'en allemand, elle fait 1m83. D'accord. Voilà, je pense qu'ils ont traduit 6 pouces au lieu de 6 pieds. Donc voilà, il y a des petites erreurs comme ça. Et l'autre qui me vient en tête, je crois que c'est un garde de l'empereur, je crois, qui a le mauvais nom. Là, de mémoire, j'ai plus le nom. Mais voilà, ils ont inversé en fait le nom d'un personnage et qui est resté sur la boîte. Et comme c'était déjà parti en impression, ça n'a jamais été corrigé. Donc ouais, ça arrive. Dans beaucoup d'autres collections, ça arrive pas mal. Chez les Pop, chez Funko, là, ils n'arrêtent pas avec ça. Là. Ils se trompent tout le temps. Et non, il y avait à l'époque des Power of the Force aussi. Il y avait plein de trucs. Il y avait des trucs qui sortaient. Il y avait une figurine. Moi, je me rappelle il y avait Han Solo Andor, je crois. Il y en a un avec un pantalon bleu, un autre avec un pantalon marron. Enfin, il y a toujours eu un petit peu de. J'ai l'impression que ça se calme un peu avec le temps, mais il y a toujours un peu la petite variante qui n'en est pas une en fait, parce qu'il y en a eu autant de l'une que de l'autre qui sont sorties. mais bon, après, pour les collectionneurs, c'est toujours rigolo de se dire, bah, tiens, moi, j'ai celui qui a le pantalon bleu. Voilà. Mais voilà, sinon, il n'y a pas de. Moi, en loupé, on en a parlé tout à l'heure en off, mais moi, une fois, j'ai acheté un garde de Coruscant avec 2 mains gauches. Voilà. Donc, c'était dans la boîte, ça, c'était une erreur à l'usine, j'imagine. Peut-être qu'en réalité, il a vraiment 2 mains gauches.
Peut-être c'est un gros naze, effectivement, il a 2 mains gauches. En tout cas, tu peux pas lui mettre son fusil dans les mains, ça c'est sûr. Voilà, non mais ça c'est des loupés, on va dire, d'usinage, quoi. Donc c'est loupé Hasbro, je pense que celui que tu as évoqué tout à l'heure, où tu as les figurines qui sont sorties pour l'épisode 7 que tu vois pas dans le film, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Comme ouais, ça c'était c'est pas mal ça. Mais du coup, comme Cyril, tu viens de le dire, un apport de valeur, ça, pour les collectionneurs, il n'y a pas spécialement de valeur ajoutée. Alors, il y a vraiment les collectionneurs les plus aigus, en fait, qui vont rechercher toutes les variantes et toutes les erreurs typographiques qu'il peut y avoir sur une boîte. Ça existe. Alors, il y en a peu qui recherchent absolument ces différentes boîtes. Je pense pas qu'il y ait une valeur différente du point de vue. Enfin, je pense que la boîte vaut le même prix qu'une autre boîte. Après, c'est la valeur qu'on peut lui donner personnellement, mais je vois pas un intérêt quelconque de lui mettre un prix différent. Ouais. Après, pour les anciennes figurines qui ne se font plus, là, ça devient plus compliqué. J'imagine qu'il y a des versions qui sont plus recherchées que d'autres. Et là, effectivement, les prix peuvent être bien différents. Ouais. Bah, en fait, ça c'est propre à toutes les collections, mais sur les variants, c'est super intéressant parce que finalement, c'est là où pour un collectionneur, je pense que c'est quand même là-dessus que tu vas t'amuser, te dire, parce que c'est bien beau de dire, je cherche je sais pas moi, le R5D4 là, cette figurine là, voilà, celle-là mais en vintage, il y en a une où il y a un autocollant, ou sur le côté il y a un truc en plus. Alors effectivement, faut avoir l'œil, mais quand tu as l'œil, que tu connais la variante et que tu l'as, t'es content. Parce que alors ça fait triper que toi, mais si t'arrivais à faire la distinction quand même entre deux choses qui sont sorties effectivement, qui ont été éditées à des endroits différents, donc dans l'absolu, c'est des objets qui ont une histoire différente, quoi. Donc et c'est un peu le fond de la collection, c'est de se dire quelle est l'histoire qui est autour de cet objet, quoi. Donc ça fait partie quand même, comme je pense que Cyril a raison, dans l'absolu, il n'y a pas de valeur financière. Tu serais prêt à mettre un prix différent? Voilà. Non, il n'y a pas de valeur financière, mais par contre de se dire, j'ai réussi à réunir les 8 variantes de cette figurine, ça c'est un sacré challenge, et c'est là où un collectionneur va s'amuser, quoi. Sans parler de notion de prix, en parlant de notion de... Le moteur d'un collectionneur, c'est quand même de chercher des choses, avant de se dire je les ai, c'est quand même de les chercher, quoi. Donc c'est super intéressant. C'est pour ça qu'on est là, je crois aussi. Moi, à ma connaissance, les seules variantes qui ont vraiment de la valeur, c'est à la fois c'est que sur les vintage, hein, déjà. Il y a eu certaines productions je crois que c'était Obi-Wan, avec un fonctionnement de sabre qui n'était pas le même que sur la sabre long et sabre court, Ouais, il y a ça. Et il y avait aussi cette histoire de trilogo. En fait, le trilogo, c'est les boîtes européennes des vintage avaient les logos du nom des films en 3 langues. Il y avait anglais, voilà, ce logo-là était en anglais, en français et en espagnol, je crois. Ces variantes-là sont recherchées parce que moins produites et du coup, bien sûr, ne sont pas arrivées outre-Atlantique. Donc voilà, ça c'est recherché, mais c'est à la marge, quoi. Peu de produits. Alors, on arrive sur la fin de notre épisode. Il me reste 2 petites questions. La première, c'est est-ce que, en plus de votre collection actuelle qui est déjà a priori très importante, vous avez d'autres collections sur lesquelles vous penchez ou vous envisagez, là, que vous avez déjà faites et que vous avez pu arrêter? Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres collections qui vous ont motivé? Non, aucune. Voilà, comme ça. Menteur, c'est possible ça? Ouais, non, j'ai jamais vraiment collectionné. Vraiment, les premières, c'était les Black Series. Bon, très bien. Donc, nous avons un spécimen rare. Ouais, un spécimen rare de mec qui collectionne qu'un truc. Ça, c'est pas cool. C'est pas commun. Moi, non, pareil, je collectionne rien du tout. Non, oui, par extension, il y a des extensions naturelles qui se font autour de Star Wars. Il y a tellement de choses qui sont sorties que ça peut vite dériver, quoi. Donc, moi, personnellement, j'ai pas mal suivi les BD autour de Star Wars. Et par extension, maintenant j'ai des enfants, donc mes enfants, ils ont une console de jeu, ils ont joué à Disney Infinity, donc il y avait des Disney Infinity Star Wars qui sont sortis, donc il fallait aussi les autres Disney Infinity, et puis voilà, donc oui, en fait, je pense que
globalement, à part Cyril, qui doit être le spécimen rare sur Terre, globalement, quand tu collectionnes, tu peux trouver du délire à collectionner tout et n'importe quoi, en fait. Ouais. Alors, j'ai plein d'autres produits Star Wars, mais j'en fais pas la collection. C'est-à-dire que je vais en avoir une ou deux, mais voilà, ça va pas être comme les Black Series où voilà, j'en ai plus d'une centaine parce que j'aime ça. Mmh. Non, moi je m'étends beaucoup trop. Voilà. Et Star Wars énormément, livres, tout ça, ça j'aime. Voilà, j'en ai beaucoup de toutes les sortes, j'ai pas que du Hasbro. Après, autre Star Wars, j'ai aussi deux, trois petits trucs, mais en vraie collection, surtout les beaux livres en fait. Beaux livres sur le cinéma, tout ce qui est art of, ça je suis très friand, mais j'essaye de faire attention quand même. Je suis étonné, aucun d'entre vous n'a mentionné le cosplay. Vous n'avez pas de costume? Si, moi j'en ai un parce que j'étais obligé pour QC parce qu'il fallait y aller déguisé. Mais sinon non. Ouais, j'ai quelques casques. Ouais, je dois avoir un casque ou deux qui traînent quelque part. Voilà, du coup, Black Series fait aussi des casques et des sabres laser. Du coup, ça peut aussi en faire partie. Un casque de Stormtrooper aussi, pas un Hasbro, mais un casque de Stormtrooper. Ouais. Voilà, comme quoi, il y a quand même quelque chose. En cherchant bien, on peut trouver quelque chose. En plus, c'est bientôt Halloween, c'est parfait. Ouais. Et ma dernière question, qui est plus ou moins une question, c'est du coup, est-ce que vous pouvez rappeler un peu, j'allais dire votre actualité ou l'actualité dans Star Wars Universe, Koleka, dire un peu sur quoi vous êtes actuellement, quel projet et où on peut vous retrouver, comment les gens peuvent vous retrouver, etc. Le site internet. Je pense que Koleka c'est pareil, site internet. Ouais, Star Wars Universe, voilà, on a notre site avec une bonne base de données sur tout ce qui est collection Star Wars. Alors c'est aussi un peu comme l'iceberg, on voit que la partie immergée, mais on a tout un programme derrière pour faire d'autres produits collection Star Wars. Alors c'est encore en stand-by, mais voilà, c'est dans nos projets. On a aussi notre forum pour parler de tout ce qui est collection, etc. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour nous. C'est bien déjà. Koleka. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Koleka, nous l'actualité c'est qu'on est en train de lancer un podcast. Alors je vous en parlerai donc. Non, oui, c'est ça fait partie des nouveautés, c'est qu'on s'est dit que ça serait pas une mauvaise idée de parler de collection, parce que là aujourd'hui on a parlé de Star Wars, mais les sujets de collection seront, peu importe le sujet, je trouve passionnant. Alors là, effectivement, quand ça te tient à cœur et qu'on a un affect qui marche bien, c'est passionnant. Mais moi, j'adore quelqu'un qui va me présenter une collection dont j'ignore complètement l'existence, que ce soit une collection de boîtes de camembert ou de stickers de Ashkiri. S'il y prend du plaisir et qu'il y a des histoires à raconter autour de ça, moi, je trouve ça passionnant, peu importe le sujet. Donc, ce qu'on s'est dit avec Alex, c'est que ça serait, c'est d'ailleurs une initiative d'Alex, il faut lui rendre ce qui lui appartient, de dire si on essayait de faire un podcast autour de la collection. Donc on va lancer ça, puis on va voir ce que ça donne et on espère que ça va perdurer et qu'on pourra faire plein d'épisodes avec beaucoup de choses à raconter. Voilà, sinon on a, comme l'a dit Cyril, on a le site internet koleka.com, l'application depuis un an maintenant, l'application Koleka sur les stores et c'est déjà pas mal aussi. Et une nouvelle collection qui apparaissent fréquemment. Ah, tous les jours. Oui, tous les jours, avec des nouvelles collections dans tous les thèmes. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde d'être présent, d'avoir pu participer, de donner autant d'informations, autant de détails, d'anecdotes, et de m'avoir permis de m'initier à ce nouveau milieu, à ce nouvel univers. Et bravo, c'était brillant. Merci. Merci Alex. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours sur les réseaux sociaux de Koleka. On attend vos notes sur Apple Podcast. Et bien sûr, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.